de Fangatofa, où se déroulait le 24 août 1968 la première explosion thermonucléaire française, est situé à 1200 km à l'est de Tahiti, dans l'archipel des Tuamotu. Isolé, inhabité, mais suffisamment proche de Mururoa, cet atoll de 12 km de diamètre était logiquement le site le plus propice à nos expérimentations de forte puissance. Qu'il s'agisse de tours non protégées, vouées à la destruction après avoir transmis leurs observations, qu'il s'agisse de blocos construits spécialement pour supporter les effets considérables de l'explosion, tout le maillage d'instruments d'observation et de mesure est relié au croiseur de Grasse, bâtiment technique et de commandement, en position d'attente très au large du lieu de l'explosion, qui interviendra en altitude au-dessus du lagon. Dans les journées qui précèdent le tir, la mise au point des derniers appareils de mesure est effectuée par les ingénieurs du commissariat à l'énergie atomique. D'autres techniciens procèdent aux ultimes vérifications des matériels. Des caméras ultra rapides seront chargées de l'enregistrement du phénomène. Elles peuvent filmer à la cadence de plusieurs millions d'images à la seconde. Installés sur des barges, les appareils de visée gamma-métrique transmettront leurs informations au poste d'enregistrement avancé. La liaison est assurée par des câbles coaxiaux qui permettent un acheminement de l'information 100 000 fois plus rapide que l'onde de choc. Pour assurer une meilleure inertie et profiter de la protection apportée par l'eau, ces appareils sont partiellement immergés. À bord du De Grasse, ingénieurs et militaires étroitement associés préparent les éléments nécessaires à la décision de tir. Cette décision dépend avant tout de la situation météorologique. Eh bien, le rôle de la météorologie dans les expérimentations est un rôle de sécurité. Cette sécurité prend d'ailleurs deux aspects, soit que l'on s'adresse à des opérations proches, il y a certaines opérations qui ont besoin de conditions météorologiques particulières pour pouvoir être réalisées sans trop de difficultés. Donc nous fournissons au commandement soit des renseignements, soit des prévisions à assez courte échéance au sujet de ces opérations. Et un second rôle qui s'adresse, on pourrait appeler sécurité plus lointaine. En effet, un des effets des expérimentations est de projeter dans l'atmosphère des particules radioactives, particules qui sont emportées par le vent. Quels sont les moyens dont vous disposez pour réaliser, disons, ce bulletin météo? Alors nous disposons d'un réseau de stations, soit de stations au sol disséminées dans les atolls de Polynésie, qui sont renforcées par des stations sur bâtiments à la mer au moment des expérimentations. Ces stations effectuent des sondages de vent et des sondages de température, pression en altitude. Ces moyens sont aussi renforcés par des reconnaissances effectuées par des aéronefs, soit à très haute altitude, soit à altitude moyenne. Bon, je crois qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont requises. Le bulletin établi, vous allez le soumettre.
à l'amiral Laurin qui, lui, prend la décision de tir. Bon, eh bien, Monsieur Chaussard, nous allons faire notre briefing comme nous le faisons d'habitude. D'abord, la météo et ensuite nous parlerons un peu de la direction générale. À vous. Eh bien, amiral, voici la situation. À vous avec l'idée, deux idées. Hein. On a deux idées. La première, c'est, en dépit de beaucoup de choses, nous devons prendre des décisions relatives au ballon. Donc, nous sommes très friands de la météo au sol dans les 2 jours qui viennent. Et puis après, nous faisons un peu de trucs à long terme au point de vue retombé. À vous. Bien, alors voici la situation cet après-midi à 14 h. La situation hier, même heure. L'élément essentiel, c'est la dépression qui s'est formée avant-hier près des Coupes, qui se déplace très rapidement vers le sud-est en se creusant. Alors vous êtes sûr du sud-est, hein? Ah, sud-est, oui. Donc voilà une météo qui paraît favorable. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey? Nous sommes dans les conditions de la commission de sécurité, donc je pense que le tir est possible. Bon. Au point de vue technique, on est prêt à tirer. Rien ne l'empêche. Hein. Au point de vue météo, nous sommes pareils. Il n'y a pas d'intrus dans le champ de tir. Par conséquent, franchissons le Rubicon. Qu'est-ce qu'on prend comme heure de tir demain? C'est 9h30. 9h30, c'est 9h, l'heure la plus précoce, et on verra après. Bon. Avant la décision de tir, il faut s'assurer que la zone interdite à la navigation est vide. Mais la surveillance aéromaritime qui s'exerce envers les intrus, tel ce bateau anglais rôdant à la limite de la zone à l'affût du moindre indice ou renseignement, est également une mission de sauvegarde. Les dernières opérations préparatoires au tir sont entreprises avec un soin minutieux, mais sans hâte excessive, dans le calme le plus total. L'enveloppe du ballon qui soutiendra l'engin expérimental est lentement gonflée à l'hydrogène. La tâche est délicate et nécessite des précautions nombreuses pour éviter tout accident. Les câbles se déroulent lentement et le ballon s'élève. Lorsqu'il aura atteint l'altitude prévue, à la verticale du point zéro, il se stabilisera, permettant ainsi l'orientation des dispositifs de visée. Ceux-ci fourniront, au moment de la mise à feu, des indications précieuses sur le fonctionnement de l'engin dans les premières microsecondes du phénomène. 400 km plus au nord, sur la base avancée de Wao, les vautours de l'armée de l'air se préparent. Ils ont pour mission soit de pénétrer dans le nuage atomique, soit de tirer des engins capables de prélever des échantillons de poussière et des gaz légers, tels que l'hydrogène, le tritium et l'hélium, résidus des réactions de fusion. Les prélèvements de gaz doivent intervenir très tôt, vers H plus 6 minutes, avant que le nuage atomique n'ait subi une diffusion importante. Il s'agit de remplir une bouteille dans laquelle on a fait le vide, bouteille qui ne sera ouverte que pendant la traversée du nuage. Ensuite refermée et récupérée en mer. Pour réussir ce type de prélèvement, il a dû être fait appel à des processus de cryogénie, d'où une certaine capacité en froid des engins de prélèvement, assurée par un remplissage à l'azote et au néon liquide.
se sont rendus compte du décollage des standards. Automatique, le décollage des standards. Vautour sous contrôle. Et vautour sous contrôle Corbin. Amiral, nous sommes parés pour les 900 moins 30. Attention, pour l'instant, moins 30 minutes. Dans 10 secondes. Camille leader de Dexway, radio contact, parlez. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop. Il est au H, moins 30 minutes. Unité 5-0. Arrêtez. Bon, les vautours sont en position pour le tir. Les vautours sont sur leur canne avec le tour devant. Situation dans le boupard. Ok, Jean tir clair, terrain aérien aussi clair. Aucun retard sur les cannes des vautours. Non, ça se passe très bien. Amiral, tout est prêt pour donner l'autorisation de tir. À partir de H-30 minutes, le programme automatique est mis en route. Il n'y aura plus d'intervention humaine sur le proche environnement expérimental. Les avions du Clémenceau, qui depuis 24 heures assurent la mission de surveillance maritime, vont disposer en mer plusieurs rideaux de bouées radiologiques destinés à détecter et à transmettre la radioactivité qu'elles reçoivent. Il appartient aux alizés, comme aux Neptunes, de localiser ces bouées, de les écouter et de renvoyer aux De Grasse les mesures qu'elles ont effectuées. Le calme règne au poste de commandement. Pourtant, nous sommes maintenant à H-30 secondes. Sécurité déjà. Les vautours sont faits. Les charrettes. Les vautours. Non, pas On n'a encore. pas le compte rendu encore. Les étendards. Standard safe. Bon, il reste les vautours. Bien. Les vautours sont faits. Là, où sont les Américains? Tout est clair dans le champ de tir. Bon, je donne l'autorisation. 5, 4, 3, 2, 1, feu. Après les heures de tension précédant la mise à feu, sur le De Grasse, l'atmosphère se détend. 50 km, j'ai entendu des explosions à 50 km. Non, ça a produit un piège. L'idée encore de la puissance. Vous avez une idée, la fourchette est tellement large qu'on peut absolument rien dire, mais on sait que c'est gagné, largement gagné. Quelques minutes après l'explosion, les vautours se placent face aux nuages et lancent les engins de prélèvement. Il s'agit maintenant de localiser et de récupérer le plus grand nombre possible de ces engins dont les têtes apportent, par les échantillons qu'elles ont prélevés, des informations fondamentales. C'est à l'hélicoptère, muni de l'épuisette la plus appropriée, d'assurer la récupération. Cette opération de chalutage s'imposait plutôt que tout autre moyen, compte tenu de la radioactivité se dégageant des têtes. Elle a l'avantage d'être très rapide.
Repérées par les alizés, récupérées par les hélicoptères, les têtes de prélèvement vont être rapidement acheminées sur la base avancée de Hao. Transportées à Hao, les têtes gagnent les laboratoires de radiochimie du commissariat à l'énergie atomique. Elles y sont démontées avant d'être traitées par les techniciens. Les filtres à poussière vont être mis en conteneur avant calcination, traitement et comptage. L'étude radiochimique des produits de fusion contenus dans les filtres, le comptage d'atomes formés, permettront de préciser le diagnostic nucléaire et d'avoir ainsi une idée exacte du fonctionnement de l'engin expérimental et de préciser sa puissance. Le directeur des applications militaires du CEA, M. Robert, et M. Viard, directeur des recherches, peuvent dès maintenant nous faire un premier bilan. Du point de vue technologique n'est peut-être pas le plus important dans cette affaire-là, bien qu'il faille dire que cette explosion a été rendue possible par la production de l'uranium-235 de Pierre Latte, qui elle-même a nécessité un effort technologique correspondant à l'ampleur du problème et qui a donné lieu à toutes sortes de réalisations industrielles particulièrement intéressantes. Je crois que on peut dire que non pas cette explosion de ce matin, mais l'ensemble de nos travaux a un impact extrêmement important sur l'industrie française. Les exigences que nécessite l'avancement de nos travaux font que nous demandons aux industriels français, un peu dans tous les domaines, de faire des progrès et de nous fournir des matériels toujours de plus haute qualité. Je crois que vous avez eu l'occasion de voir et de présenter des oscillographes, par exemple, de nos postes d'enregistrement. Eh bien, sachez que les études que nous avons dû mener pour mettre ces appareils au point ont conduit l'industrie française à réaliser des oscillographes qui sont capables, dans les laboratoires maintenant, de supplanter les plus beaux oscillographes américains qu'on avait l'habitude d'employer jusqu'à maintenant. L'explosion de ce matin nous ouvre un champ nouveau dans le domaine de la réalisation des bombes atomiques, si l'on peut dire. La possession du fait thermonucléaire est souvent considérée comme la possibilité pour celui qui la possède de réaliser des bombes de très très grande puissance. C'est exact, c'est vrai, et nous sommes capables de réaliser, maintenant que nous avons contrôlé la justesse des théories que nous avions bâties, nous sommes capables de réaliser des bombes de très grande puissance. Mais les possibilités du thermonucléaire sont beaucoup plus vastes que celles-là. Et il n'est pas certain que les besoins stratégiques de la défense du pays nécessitent que nous réalisions des armes de très grande puissance. Mais la possession du thermonucléaire permet d'ouvrir l'éventail des réalisations de bombes réalisables. Situées à plusieurs kilomètres du point zéro, les installations de mesure et d'observation sont détruites. Seuls les blocos en béton ont résisté. Une autre expérience a été tentée le 8 septembre sur l'atoll de Mururoa. L'explosion d'une deuxième bombe de puissance mégatonique confirma les excellents résultats obtenus par le premier engin thermonucléaire français.